Nous sommes le 13 mai 1972, à Conakry. Kwame Nkrumah est décédé quelques jours plus tôt, à savoir le 27 avril. Amilcar Cabral prononce un discours qui restera dans les annales. Le fameux discours sur le cancer de la trahison dans les mouvements nationalistes et révolutionnaires en Afrique. Quoi dire encore? Mais nous devons parler, car sinon, à ce moment, si nous ne parlons pas, le cœur peut éclater. Nos larmes ne doivent cependant pas noyauter la vérité. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire, car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité? Nous ne pleurons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pleurons pas également l'Afrique trahie. Nous pleurons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignobile de l'impérialisme. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique, celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé the positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, au stratège du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive s'est opposée et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions de structure sociale, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre d'un nouvel État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisane de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la Révolution? Méditer sur cette quelques questions nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Nous, mouvement de la libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas. Six années plus tôt, en 1966, Kwame Nkrumah se faisait arracher son fauteuil de président par un coup d'État mené par des militaires et fortement soutenu par la joie d'un peuple qui se libérait des jougs d'un dictateur à vie. Osagie Fiu, le Rédempteur, comme se faisait-il désormais appeler. Peuple, prisonniers arbitraires et autres opposants politiques étaient enfin libres.
Chers amis, salut et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième épisode de la série de chroniques sur Kwame Nkrumah. Mais avant de continuer, si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos, laissez un pouce bleu et partagez massivement. À présent, sans plus tarder, la chronique. C'est parti. Pendant sa présidence, Kwame Nkrumah est en ligne avec son école de pensée de gauche. Ses penchants communistes et socialistes font de lui un communisant, même si pendant les premières années de sa présidence, le Ghana est loin d'être un État communiste. En effet, le Ghana fait partie du Commonwealth. On reçoit des investissements étrangers pour la construction de son pont sur la Volta et reçoit la reine d'Angleterre, Elisabeth II, en grande pompe. Sur le plan économique, héritier de l'économie coloniale, le Ghana de la fin des années 1950 est un grand producteur de cacao, devant la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Étant la principale source de revenus de l'État ghanéen, le Ghana dépend donc fortement des prix du cacao sur le marché international. C'est l'un des 3 paramètres clés à retenir pour comprendre entre autres la chute de Kwame Nkrumah. Lorsque les prix sont hauts, l'État engrange des revenus importants, et lorsque les prix sont bas, l'économie nationale en souffre fortement. Par son réseau panafricain, Kwame Nkrumah débauche dès 1957 Arthur Lewis, un Caribéen qui devient son conseiller économique. Arthur Lewis préconise pour le premier plan économique de Kwame Nkrumah entre 1957 et 1959 une politique économique libérale dans le but d'attirer les investissements étrangers avec pour but final la diversification de l'économie. Des mesures sont mises en place. Exonération sur les investissements étrangers, réduction des impôts sur les sociétés privées, facilitation de rapatriement des bénéfices des sociétés étrangères. Une sorte d'ISO Côte d'Ivoire actuelle. Les résultats n'en firent pas pour autant brillants. En 1959, un second plan économique, cette fois-ci quinquennal, est mis en place. Ce plan se distingue du premier en ceci qu'il est clairement plus socialiste et étatiste. Grandes dépenses publiques pour la construction des infrastructures, partiellement appuyées sur les capitaux étrangers, comme ce fut le cas pour la construction du pont sur la Volta. Des centaines de manufactures sont construites, une compagnie maritime est créée, la Black Star Shipping Line, en mémoire à Marcus Garvey, mort en 1940. Un nouveau port est également construit à Accra. Prévu de durer 5 ans, jusqu'en 1964, le plan quinquennal de 1959 est interrompu par Kwame Nkrumah en 1961. Il fut remplacé par un nouveau plan économique septennal, cette fois-ci. Le troisième depuis le début de la présidence de Kwame Nkrumah. Ce nouveau plan marqua un basculement total de Kwame Nkrumah et du Ghana dans le communisme. Sur le plan géopolitique, Kwame Nkrumah, qui avait invité la reine d'Angleterre quelques années plus tôt, s'éloigna des nations occidentales et se rapprocha fortement du bloc de l'Est. Deuxième paramètre à l'origine de la chute de Kwame Nkrumah. Il faut rappeler que nous sommes en pleine période du paroxysme de la guerre froide. En guise d'exemple, la crise des missiles de Cuba a eu lieu en 1962. Il faut noter que ce changement brusque dans la gouvernance de Kwame Nkrumah pourrait être lié entre autres à l'assassinat de Lumumba, qui intervint très tôt la même année. Assassinat dont l'origine serait le camp occidental, Belgique, États-Unis en tête. Kwame Nkrumah subventionnait les leaders nationalistes proches du panafricanisme révolutionnaire, tels que Lumumba, Sékou Touré ou encore Amilcar Cabral. Tous des communisants. Avec ce nouveau plan économique, au relent communiste, les mines d'or et de diamants furent nationalisées, ainsi que les banques, les assurances et les petites industries. Je vous laisse deviner la joie des investisseurs privés étrangers. Kwame Nkrumah se met du monde à dos. Des fermes agricoles étatiques mécanisées avec des machines-outils importées des pays du bloc de l'Est furent créées. Fut également créée en 1961 la Ghanaian National Trading Corporation, qui devint le plus grand importateur et distributeur des denrées et manufactures importées. Les licences d'importation furent très fortement réduites. 3 années plus tard, les prix des denrées alimentaires étaient montés en flèche. Le pays ne fabriquant pas grand-chose et les fermes agricoles étatiques ne produisant pas assez, la situation devenait alarmante avec des pénuries généralisées. Une sorte d'ISO Venezuela, si vous voulez. Les gens faisaient des queues pendant des heures pour acheter un paquet de sucre. La situation était si alarmante que certains fermiers ne pouvaient même pas se nourrir eux-mêmes. Cela fut la conséquence de 3 facteurs. D'une, l'inefficacité de la Ghanaian National Trading Corporation et celle des fermes étatiques. De 2, Kwame Nkrumah avait exigé de n'importer que des produits provenant des pays du bloc de l'Est. Et de 3, la gestion des licences d'importation, à présent parcimonieusement distribuées par la Ghanaian National Trading Corporation, ouvra la porte à une grande corruption. Entre 1964 et 1965, les prix du cacao chutèrent, entraînant avec eux les revenus de l'État ghanéen.
Le fruit était mûr pour que la machine néocoloniale occidentale et son bras armé, l'utilisation subtile des appartenances claniques, voire ethniques, décident du sort de Kwame Nkrumah. Ce paramètre est le troisième et dernier facteur majeur à l'origine de la chute de Kwame Nkrumah et qui justifie à lui seul l'évolution des lois et de la répression de la politique intérieure de Kwame Nkrumah. Sur le plan de la politique intérieure, dès la fin de l'année 1957, le Avoidance Discrimination Act interdisait tout parti politique à caractère régional, ethnique ou religieux. Pour contourner cette loi, l'opposition fit une union sacrée sous le parti de l'UP, United Party. Ce parti connut une ascension fulgurante, mais la politique répressive de Kwame Nkrumah se durcit progressivement. En 1959, 12 membres importants de l'UP, en pays Ashanti, furent arrêtés. En 1961, il purgea de son cabinet toute personne suspecte de manque de loyauté. Je vous laisse deviner ce que cela implique. À partir de 1961, la répression se fit plus dure qu'auparavant. Plusieurs personnalités imminentes furent arrêtées à l'image de Joseph Boaké Donka, un des pères de l'indépendance ghanéenne à qui on attribue même la désignation du nom Ghana. Il mourra en prison en 1965. Pour la petite histoire, Donka appartenait à une des grandes familles royales de la fédération étatique Akiem, avant que ceux-ci se fassent conquérir par le puissant et tardif royaume Ashanti. Confronté au problème classique de la confiance en l'armée dans les pays africains, Kwame Nkrumah avait créé sa propre milice présidentielle, le POGR. En 1966, pendant un voyage diplomatique à Hanoï, au Nord-Vietnam, l'armée fit un coup d'État rapide et sans grande opposition, à l'exception de la milice présidentielle autour de la radio nationale et de la présidence. Il n'y eut pas de violence notable à l'encontre des partisans du CPP, qui comptabilisaient officiellement plus de 2 500 000 personnes. Les statues du président panafricain furent détruites et ses représentations brûlées en effigie, dans une ambiance de liesse incroyable, comme le dit si bien Jerry Rollins. Pour la chute du docteur Kwame Nkrumah, je n'avais jamais vu une telle explosion de joie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le samedi, pour un direct sur la diversité linguistique en Afrique. Nous parlerons des causes de cette diversité linguistique et des conséquences. Conséquences positives et conséquences négatives. Ce sera donc l'occasion d'échanger sur ce thème. Merci d'avoir suivi cet épisode. Moi je vous dis donc à très bientôt.